Bienvenue à ce nouveau webinaire consacré au retour d'expérience de la crise Covid-19, organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada et merci à l'ensemble des participants d'être présents ce soir à l'occasion de ce nouveau webinaire. Bonsoir également donc Cécile Dejoux que nous aurons le plaisir de présenter dans quelques instants. Absolument, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat et nous aurons le plaisir, Jean-Luc et moi-même, de les relayer à notre intervenante. Je précise également que cet échange est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube Manager Santé. Alors, comme j'ai pu vous le dire, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cécile Dejoux, qui est professeure des universités au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Elle est également professeure affiliée à l'ESCP Business School. Donc, aujourd'hui, elle répondra aux questions relatives à l'intelligence artificielle, puisqu'elle a un regard et une expertise internationale. Et elle pourra peut-être également alimenter notre curiosité relativement à son dernier ouvrage qui est sorti en mai 2020, intitulé L'IA et moi, et non pas l'IA ou moi. Bonsoir Cécile, et merci de votre présence. Bonsoir Nada, bonsoir Jean-Luc, et bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence avec nous ce soir. Donc, vous nous proposez une présentation avec un partage de vos slides et répondre à nos questions, à Jean-Luc et moi-même. On en a plusieurs, ainsi que les questions des participants. Des participants, absolument. Voilà, tout à fait. Donc, le sujet, c'est justement comment l'IA et la crise du Covid peuvent être interprétées, comment on peut les questionner, qu'est-ce que nous avons appris. Alors, cette crise qu'on vient de traverser, qui n'est pas terminée et donc qui va certainement en fait nous accompagner encore un certain temps, c'est intéressant de commencer à la décrypter et c'est un peu cet exercice que je vais essayer donc de mener. On va au préalable réfléchir sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on le voit, c'est qu'en fait, ça a été cette crise un accélérateur dans plein de champs possibles. Alors, un accélérateur dans la transformation numérique, un accélérateur dans les nouvelles pratiques de travail à distance, un accélérateur dans l'écologie, puisqu'on a eu la chance de voir des poissons à Venise grâce au Covid. Donc, un accélérateur dans la prise de conscience de certains sujets qui sont soit des opportunités, soit des risques, et un accélérateur dans l'implémentation au quotidien de l'IA dans la prise de décision. Donc, on peut déjà vraiment dire que le Covid est un accélérateur et c'est important de réfléchir dans quel domaine il a accéléré en fait des pratiques émergentes. Ensuite, il faut bien voir que c'est également en même temps un élément qui va jouer sur notre économie. C'est Bercy qui parle du recul du PIB, le FMI dit que c'est même la plus forte récession depuis les années 30. Et donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte parce qu'on ne pourra plus continuer à travailler et à développer les organisations de la même façon avant le Covid et demain. Il faudra prendre en compte deux nouveaux éléments et on en parlera tout à l'heure. Et peut-être, et ça, je ne suis pas dans une logique de prospectivisme, mais on peut se poser la question, peut-être que l'on rentre dans une ère de la décroissance, une ère donc de la stagnation ou une ère de la donc, régression à tout niveau. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut se poser aussi en termes économiques. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est l'emploi. Alors, c'est un phénomène méta qu'il faut aussi prendre en compte, qui est quels sont les impacts du Covid sur l'emploi. On va le voir très vite, ça a un impact de volume et ça a un impact dans les secteurs d'activité. C'est un impact du volume puisqu'on s'est arrêté et que ça a poussé une flambée du chômage, mais ça a aussi un impact à un moyen terme sur les métiers qui ont été capables de s'adapter et de se repositionner et les métiers qui ont été au contraire mis au devant de la scène et qui, eux, de par leur savoir-faire, leur expertise, se sont montrés indispensables. On pense bien sûr aux soignants,
Mais c'est vrai qu'avant le Covid, ils étaient en grève. Pendant le Covid, ils étaient indispensables. Demain, que vont-ils devenir? Donc, c'est un vrai sujet. Il va y avoir des secteurs qu'on va restructurer parce que l'économie va imposer cette décision terrible. Mais il va y avoir des secteurs et des métiers où, au contraire, on va changer l'investissement en formation, l'investissement même en notoriété, en sens, et on va certainement voir des nouvelles vocations pour certains métiers. Et puis, il va y avoir des métiers qui vont peut-être disparaître parce qu'ils ont été remplacés pendant le Covid par des IA ou par de l'automatisation. Donc, c'est un vrai sujet. Le volume des emplois a été modifié, mais la nature de l'évolution des emplois va également l'être, avec les restructurations à court, moyen et long terme. Et puis ensuite, on va voir que cette crise va avoir un impact direct sur le recrutement. Le recrutement à très court terme, bien sûr, puisque certaines entreprises vont avoir des politiques frileuses de recrutement, et puis le recrutement à moyen et long terme dans les critères de recrutement. Est-ce qu'on va choisir demain les mêmes profils qu'hier? C'est une vraie question. Et puis, dans le recrutement, on va voir aussi qu'il va y avoir des types de compétences, on en parlera à la fin de l'exposé, les compétences de demain qui vont être de plus en plus recherchées. Les compétences liées, bien entendu, à la gestion de crise, à la capacité d'absorber la certitude, à la montée en compétences sur l'intégration de l'IA dans son métier, etc., etc. Donc, oui, en fait, sur l'emploi, le Covid a eu un impact en volume, en nature d'emploi, en type de restructuration, en destruction d'emploi, en type de recrutement et bien sûr, donc, dans les carrières, puisqu'on va bien entendu voir de plus en plus que la composition des métiers et de l'emploi de demain va changer. On le sait, si on développe le télétravail, cela veut dire deux choses. Donc, deux éléments en tout cas qui sont stratégiques. Le premier, ça veut dire qu'on va pouvoir recruter des talents dans le monde entier et ça veut dire que la compétition va être internationale. Et puis le deuxième élément, c'est que faire et travailler en télétravail, on l'a vu, nécessite des compétences que tout le monde n'a pas. Et donc, c'est des compétences à la fois d'organisation, des compétences séquençage du temps, des compétences en même temps de manager à distance, etc., etc. Donc, on va voir qu'en fait, la structuration des typologies d'emploi que l'on avait avant sera différente d'après, et on va le voir également dans les compétences. Une fois qu'on a parlé donc de l'impact économique, que l'on a parlé bien sûr de l'emploi, il faut s'intéresser au secteur d'activité. Il faut s'intéresser aux secteurs d'activité qui ont été plus fortement touchés et ceux qui ont été, bien entendu, en redémarrage, donc lent ou rapide. Alors, bien entendu, quand il y a eu le confinement, il y a eu des secteurs d'activité qui tout de suite se sont arrêtés et qui aujourd'hui vont reprendre progressivement. Mais en tout cas, il y aura eu une destruction de certaines organisations. Donc, il y a une reconfiguration. Il y a des entreprises qui sont mises en faillite et qui ne pourront pas redémarrer malgré le déconfinement. Il faut être clair. Et puis, il y a ceux qui ont pu, grâce à de la trésorerie, aux aides, etc., continuer à au moins sauvegarder les ressources qu'ils avaient pour pouvoir démarrer, mais ils démarreront différemment avec les mesures de distanciation et on verra à moyen terme s'il y a ou pas un deuxième confinement ou pas. Donc tout ça pour dire qu'en fait, l'analyse générale se fait à la fois sur l'économie, sur l'emploi, sur la nature des secteurs d'activité et elle se fait donc avec, bien entendu, la typologie des entreprises impactées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les grandes, les moyennes et les petites entreprises n'ont pas été impactées de la même façon. Bien entendu, les grandes entreprises ont pu, bien sûr, faire des accompagnements au télétravail. Elles ont pu mettre en place des brigades de managers à distance. Elles ont pu développer en instantané des outils de collaboration. Pour certaines petites entreprises, ça a été plus compliqué. Et donc, on a bien là une différence dans la nature même donc des organisations. Donc, un point de vue économique, un point de vue sur l'emploi, un point de vue sur les secteurs d'activité et un point de vue sur les organisations. Alors maintenant, si on parle du travail en général. Alors, le travail, il faut bien comprendre que de toute façon, il a été, bien sûr,
transformer, mais cette transformation, elle n'est pas pérenne. On voit aujourd'hui de nombreuses entreprises à solliciter leurs collaborateurs pour travailler comme avant et revenir au présentiel avec la volonté à moyen terme d'avoir exactement les mêmes temps de présence. Et même si le télétravail a été à un moment donné intéressant et un bon outil de substitution, il n'est pas encore, en tout cas, devenu une norme dans toutes les organisations. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y aura des organisations comme ici, on le voit Google et Facebook, qui se disent « Oh ben non, puisque ça a fonctionné, on va capitaliser », mais qu'il va y avoir des organisations qui vont vouloir retourner dans des logiques de régression sur cette pratique du travail. Et là, c'est un vrai clapet de différenciation parce que c'est là où on va voir la capacité à capitaliser sur ce qui a été vécu ou pas. Tout ceci nous amène à la première grande partie de cet exposé. Qu'est-ce que nous avons appris du Covid et de cette crise? Alors, la première chose, c'est qu'en fait, dans toute crise, on a une temporalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours des cycles dans une crise. Prenons l'exemple de celle-ci. À très court terme, la question qui se pose, c'est qui on va faire revenir dans les organisations? Quels sont les métiers, les fonctions qui sont essentielles? Et ça, c'est très intéressant parce que les fonctions essentielles seront celles peut-être qui demain resteront les seules en CDI. C'est une question à se poser puisque toutes les autres en périphérique, pourquoi pas tenter de les externaliser. Donc la temporalité, c'est le très court terme, qui on fait revenir. La deuxième question qui se pose à très court terme, c'est comment je vais réallouer mes ressources. Donc mes ressources financières, mes ressources humaines, mais mes ressources aussi temporelles, c'est-à-dire le temps que je vais accorder aux personnes, etc. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'en fait, on a une stratégie court terme à mobiliser en temps de crise. Et puis ensuite, on a un second temps, d'accord, qui va être le moyen terme. Le moyen terme, c'est plus le temps de la gestion de crise qui caractérise le court terme, c'est le temps de la translation. Qu'est-ce qu'on va garder de l'expérience qu'on a pu vivre de ce confinement, des confinements et de cette crise? Et qu'est-ce qu'on va élaguer, c'est-à-dire que l'on ne veut absolument plus donc utiliser ce qui n'a pas fonctionné? Et est-ce que les organisations vont être capables, de façon individuelle et de façon collective, à avoir ce temps de translation, ce temps d'apprentissage? Si on veut avoir une vraie capitalisation sur la crise, il faut dès à présent à court terme commencer à créer des groupes de travail pour penser la capitalisation qui caractérise la gestion de la crise à moyen terme, c'est-à-dire à peu près vers janvier-février. Donc, c'est très, très, très important. Et là, on voit de nombreuses entreprises qui commencent à faire des sondages auprès de leurs collaborateurs, qui commencent à interroger, grâce à la RH, donc les collaborateurs sur site, qui commencent à faire des groupes de parole pour libérer les peurs et engager des collaborateurs qui ont été absents 2 ou 3 mois, etc., etc. Donc, on voit bien que dans cette crise, la temporalité du court terme, la temporalité du moyen terme et la grande question, qui est la temporalité du long terme, qui commencera en juin l'an prochain, 2021, et qui là sera une période de cristallisation. Donc, on passe de la crise, on passe donc de la translation et de la capitalisation à la cristallisation. La cristallisation, c'est comment on a réussi à mettre en ancrage, à faire perdurer des habitudes que l'on a souhaité translater. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le temps, même si on a souhaité que ce soit des comportements, des représentations ou des pratiques donc capitalisées. Donc la cristallisation, c'est en fait qu'est-ce qui reste quand la crise est passée et quand donc on a vraiment commencé à tourner la page. Donc la crise du Covid nous apprend qu'il y a, comme dans toute crise, une temporalisation court, moyen, long terme. Un deuxième cycle, en dehors du cycle temps, c'est un cycle classique des crises. Que ce soit des crises personnelles ou des crises organisationnelles ou collectives, toutes les crises suivent toujours une courbe en cloche, et qui a toujours en gros 4 grandes phases. Et là, on le voit bien, c'est commencer par accepter.
Il faut accepter la crise. Alors, c'est très dur d'accepter, hein, parce que ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des peurs, il va y avoir des fautifs, et on le voit bien hein, dans les experts scientifiques, il y a des débats, des fautifs, il y a les peurs des citoyens, mais aussi les peurs des pays. Donc, première phase, c'est l'acceptation. Au-delà donc de tout ce qui se passe, il faut accepter pour pouvoir arriver à une phase 2 de lucidité qui est de comprendre, qui est de décrypter, de commencer à comprendre pourquoi on est arrivé à cette crise. Et puis la troisième phase, c'est la phase de l'action, la phase de mise en pratique d'outils pour essayer de trouver des solutions qui sont parcellaires ou globales. Et puis enfin, une phase donc plus classique qui est une phase donc de stabilité où on commence à sortir de la crise. Donc deux temporalités, une temporalité temporelle, on l'a vu court, moyen, long terme, et une deuxième temporalité qui est une temporalité classique hein, de courbe de crise, et on la vit classiquement comme donc toutes les autres crises. La deuxième leçon à tirer, c'est que c'est la première fois dans l'ère, à l'époque où on vit ce que le président avait appelé une guerre et où les entreprises visent quelque part une rupture très, très managériale, très, très forte, c'est la première fois qu'on ose dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est la première fois que le politique hein, dit « voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas. J'ai besoin d'un groupe d'experts scientifiques pour me donner des éclairages sur ce que je ne sais pas, mais il y a des choses que je ne sais pas. » Et c'est la première fois qu'en temps de guerre, notre ennemi n'est plus un ennemi avec qui on négocie, mais est un ennemi eh bien, invisible avec qui eh bien, la seule solution, c'est d'avoir en fait des modèles. Et c'est là la première leçon à tirer de cette crise, c'est que le politique a trouvé des justifications et une méthodologie pour prendre des décisions grâce à de la modélisation fondée sur des IA. Alors bien sûr, il y a tous ceux qui sont contre l'introduction de l'IA dans cette crise et en disant ça n'a pas apporté grand-chose, mais j'aimerais vous prouver l'inverse tout à l'heure. Donc, c'est l'époque du manager qui est clairvoyant, c'est-à-dire qui va dire voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas. Et cette attitude, elle n'est pas que managériale, elle doit aussi être au niveau des décideurs dans les organisations, ceux qui font bien entendu la vision et la stratégie, et en tout cas, elle a été celle des politiques. Et c'est une attitude toute nouvelle, et c'est la première fois qu'on la voit dans l'humanité, à ce niveau de responsabilité. La troisième grande leçon à tirer de cette crise, c'est qu'en fait, on est passé, avant le Covid, à des organisations qui étaient centrées sur la transformation numérique et qui, bien entendu, faisaient du test and learn, avaient la volonté de monter les collaborateurs en compétences sur l'agilité, le design thinking, l'intelligence collective, les compétences numériques, donc toutes ces compétences de transformation. Et là, du jour au lendemain, avec cette crise, il y a une accélération, bien entendu, des compétences numériques et on arrive à une nouvelle ère qui est l'ère de l'incertitude. Comment manager à l'ère de l'incertitude? Et ça, c'est totalement nouveau. Je en parlerai dans quelques instants. Mais surtout, cette ère de l'incertitude, elle s'assortit de la gestion de nouveaux équilibres. Il va falloir qu'à titre individuel et à titre collectif, on trouve de nouveaux équilibres entre l'intuition et l'IA, entre la science et l'émotion, etc., etc. J'en parlerai dans la troisième partie. Donc voilà ce qu'on peut retirer, à mon avis déjà, c'est qu'en fait, cette crise nous donne des temporalités en temps et bien entendu en cycle, que c'est l'époque du je ne sais pas et qu'il va falloir que le manager eh bien, ait cette humilité, ce doute scientifique, puisqu'il va devoir manier la science avec l'intelligence artificielle et il va falloir qu'il manie ses émotions avec les compétences de centrage. Et on est passé d'une volonté de transformer les organisations avec le numérique à aujourd'hui eh bien, le pilotage de l'incertitude avec l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on est vraiment dans ces deux variables, l'ère du pilotage de l'incertitude, où l'IA appartient aux sciences de l'aléatoire.
qui sont les statistiques, les probabilités. Et les probabilités nous amènent aux modèles, aux algorithmes et, bien entendu, aujourd'hui, à l'intelligence artificielle. Donc oui, on est dans l'ère de l'incertitude. Et cette ère de l'incertitude, il ne va pas falloir la piloter qu'avec de l'intelligence artificielle. Il va falloir aussi la contrebalancer avec les compétences de centrage que je développerai très, très, très vite. Alors, l'intelligence artificielle, comment, en fait, elle est apparue dans cette crise? Déjà, elle a permis, il faut bien le reconnaître, elle a permis de cartographier l'évolution de la pandémie. Grâce à des applications comme Facebook, Google et l'université Carnegie Mellon aux États-Unis, on a en temps réel, en fait, le nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Donc, le premier apport de l'IA, ça a été la cartographie. Deuxièmement, elle permet, et ça c'est très intéressant, de modéliser pour pouvoir aider à décider. Et donc là, c'est un modèle, par exemple, de déconfinement qui a été fait par la plateforme Covid-IA. Et c'est très intéressant de voir que tout l'intérêt de l'IA, c'est d'apporter des prédictions avec des modèles dans des contextes hypothétiques et donc d'utiliser des données, bien entendu. Et donc là, ce sont des outils d'aide pour prendre des décisions au niveau sociétal ou au niveau managérial. L'autre apport de l'IA, c'est qu'elle a permis d'alerter. Il faut bien savoir que c'est quand même une start-up au Canada qui s'appelle Blue Dot qui a été la première à signifier, à mettre en alerte l'émergence de la pandémie qui a émergé donc en Chine, à Wuhan. Et donc, ce n'est pas l'OMS qui a été le premier à le détecter, mais c'est bien une start-up en intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'IA a l'art donc de mettre en avant les signaux faibles. Et ça a été très intéressant de voir cette start-up présenter avant tout le monde cette alerte. Ensuite, l'IA, elle a permis de dépister. Alors, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on ne va pas rentrer dans le débat. En tout cas, en Chine, avec Alipay Health, les Chinois avaient la possibilité d'avoir des QR codes en fonction donc, de leur contagion. Et donc, ils ont pu, bien entendu, utiliser cette application pour gérer la crise. Donc, elle a dépisté, elle a permis de faire de la recherche. IBM a mis en place une plateforme pour les chercheurs du monde entier afin qu'ils partagent toutes leurs découvertes et leurs avancées dans 19 corpus dans le monde. Donc, sans IA, on n'aurait pas pu accéder à, bien entendu, autant de données et surtout leur utilisation. Et puis, l'IA, bien entendu, a amélioré en temps réel l'imagerie médicale avec, par exemple, cette application Darwin AI qui permet, grâce à des images d'infection du virus, de voir beaucoup plus vite que l'œil humain où sont en fait les problèmes. Donc, on le voit dans plein de domaines différents, l'IA a été là. Et l'IA a donc participé à la pandémie, et pas à la pandémie, mais à la gestion de la pandémie, et donc à apporter des solutions en temps réel. Qu'est-ce que ça veut nous dire en fait? Ce que ça veut nous dire, c'est qu'en fait, il va falloir accepter que l'IA fait partie maintenant de la palette des outils du manager. La palette des outils du manager, c'est quoi? C'est déjà savoir que jamais l'IA ne remplacera le manager totalement. C'est impossible parce que le manager a deux casquettes que l'IA ne pourra jamais faire. C'est prendre des décisions par rapport à de l'aléatoire et de l'inconnu. Pourquoi? Parce que le manager va prendre une décision par rapport au futur alors que l'IA ne fait que représenter et utiliser des données passées. Donc ça, c'est une caractéristique du manager. Et la deuxième chose que l'IA ne pourra jamais faire, c'est trouver la solution pour gérer une crise humaine. Je veux dire, quand il y a un conflit entre des personnes. Et ça, c'est le rôle du manager et ça ne sera jamais le rôle de l'IA, vous pensez bien. Donc, le manager, en tant que métier, en tant fiche de poste, en tant que personne avec des compétences spécifiques, ne pourra jamais être totalement remplacé par l'IA. Mais certaines de ces tâches qu'il fait habituellement pourront l'être. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut bien avoir. Oui, les tâches telles que le tri des mails, l'automatisation des processus qu'on appelle des RPA, les prises de rendez-vous, l'extraction des données, la mise en relation des données, des présentations comme celle qu'on vient de faire, des classements, du contrôle, la prévention des fraudes, bref, tout ça peut être remplacé par des IA.
on a vu les IA sont là. Elles sont là soit dans des innovations, soit dans des principes et des processus qui sont déjà de plus en plus intégrés dans les organisations et dans votre vie courante. Je suis désolée, quand vous prenez votre téléphone et que vous avez dans votre téléphone une application de photos qui vous permet de trier en fonction des personnes, vous utilisez de l'IA. Dès que vous parlez à votre téléphone, vous utilisez de l'IA. Donc, l'IA est là et donc il va falloir accepter, d'accord, que certaines tâches, demain, pourront être faites par elle. Et puis, il y a un deuxième volet, un deuxième axe, qui est en fait l'ensemble des tâches que l'on va pouvoir faire avec l'IA, celles où on va pouvoir être assisté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu à égalité entre l'IA et l'homme, tels que des systèmes pour optimiser le temps, pour gérer des projets, pour personnaliser des présentations, personnaliser aussi certainement des productions, des livrables, détecter des anomalies, matcher par exemple un profil et un candidat, présélectionner, prototyper. Aujourd'hui avec de l'IA, on fait des prototypes qui permettent de ne plus passer au physique et qui sont IA et réalité virtuelle. Et puis bien sûr les chatbots en langage naturel. Donc tout ça fait qu'en fait, il va falloir apprendre aux managers et aux collaborateurs à travailler avec l'IA. Et puis, bien entendu, là où on doit demain focaliser notre attention, c'est tout ce qu'on pourra faire avec l'IA qu'on ne pourra pas faire sans elle. C'est là où elle va augmenter le collaborateur et surtout le manager. Prenons un exemple. La traduction instantanée, c'est quelque chose d'incroyable. Au lieu d'avoir votre call center en Inde avec une traduction approximative, vous n'avez plus qu'à parler. Votre collaborateur en Inde va pouvoir comprendre dans son propre langage que vous dites et vous allez comprendre sa réponse dans votre propre langage. C'est quand même incroyable. Donc, la traduction, c'est vraiment aujourd'hui un des points forts de l'IA dans l'augmentation des collaborateurs. Ensuite, dans le conseil, dans la curation, chercher des idées dans d'autres champs de données très vite en temps réel. Quand on fait, par exemple, aujourd'hui, la proposition d'un prix quand on est une assurance de santé, grâce à l'IA, on va pouvoir scanner la concurrence, on va pouvoir scanner votre profil et on vous fera le meilleur prix par rapport à vos risques et par rapport aux concurrents. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment des domaines dans lesquels l'IA va pouvoir optimiser et nous apporter une nouvelle valeur ajoutée et qu'il va falloir réinventer son métier par rapport à ce troisième axe. Donc, l'IA est là. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler, si vous n'êtes pas trop au fait, tous ces slides sont tirés du dernier ouvrage. Déjà, l'IA, il y a 4 briques technologiques. La brique technologique sur le langage, sur la vision, sur l'optimisation des connaissances et sur la robotique et l'automatisation. Il faut bien comprendre qu'en fait, une fois qu'on a compris les briques technologiques, on peut en déduire des usages dans ce que l'on peut faire et puis dans ce que l'on peut créer demain comme nouveau type d'activité si on combine certaines de ces technologies. Donc oui, il va falloir monter en compétences en IA pour comprendre 3 choses, le vocabulaire, comprendre ces briques technologiques, comprendre les usages et puis le plus important, c'est comprendre que tout expert non IA a pour vocation de participer à des projets IA et que c'est presque un incontournable dans le monde du travail de demain. Vous allez devoir travailler avec des équipes d'IA et ça deviendra naturel, comme aujourd'hui vous travaillez avec un ordinateur et vous ne vous posez plus la question c'est qui le SIRH ou c'est qui le SI, vous savez qui c'est. Demain, ça sera pareil avec ces nouveaux métiers liés à l'IA parce que ça va être totalement intégré dans les organisations. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, le collaborateur et le manager va devoir travailler sur un management classique avec son équipe en responsabilité, ce qu'il a sous l'autorité hiérarchique. Ensuite, avec des projets où là, il va devoir travailler avec certainement des personnes qui utilisent des IA, il va être un contributeur, puis il va être un facilitateur dans des écosystèmes, et il va être en créativité, puis il va devoir être un influenceur dans des réseaux et autres. Tout ça pour dire que dans tous ces cadres, ces 4 rôles du manager, oui, l'IA sera présente. Elle va être présente dans les analytics, dans l'aide à la décision, dans les innovations, dans les forces de proposition, dans la traduction, dans la reconnaissance, dans l'activateur des process et dans la création des idées. Donc oui,
demain, il va falloir trouver de nouveaux équilibres. Alors, ces nouveaux équilibres, en fait, ils sont autour de 2 axes. C'est déjà avoir un rapport à l'IA qui va vous permettre de penser à la fois comment vous allez travailler avec l'IA et comment vous allez aider les autres à travailler avec l'IA. Donc, c'est un rapport, en fait, dual de vous par rapport à vous et vous par rapport aux autres. Et dans ce rapport, c'est très important de devenir IA compatible pour pouvoir avoir l'habitude de travailler avec des modèles qui vous permettront de répondre à l'environnement de demain, qui est un environnement d'incertitude, et qui vous permettront donc d'avoir des scénarios pour pouvoir envisager cette incertitude en fonction des différents leviers de l'incertitude. Donc, c'est très important de devenir IA compatible. Et pour ça, les compétences qu'il vous faudra, c'est déjà une culture IA, ce que je vous disais tout à l'heure, le vocabulaire, comprendre les briques technologiques, comprendre l'univers, comprendre les usages et comprendre comment on intègre un projet IA, quel que soit son métier, qu'on soit conseiller clientèle, qu'on soit dans un centre d'appel ou expert comptable ou comptable, quel que soit son métier. Ensuite, il va falloir comprendre que créer et identifier des systèmes informant devient une norme. Où sont les datas? Comment je fais pour les récupérer? Comment je fais pour les mettre ensemble et les donner à l'organisation et en assurer en fait un flux? Ensuite, il va falloir apprendre des IA. Parce que apprendre d'une IA, c'est comprendre sa logique, comprendre qu'elle travaille qu'avec des données passées et qu'en fait, elle peut aller très très vite, mais qu'en fait, elle pourra reproduire aussi très souvent les erreurs et les biais. Et puis, les éduquer, apprendre à éduquer des IA, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir augmenter en termes de connaissances et d'apprentissage. Et pour ça, il va falloir comprendre quels sont tous les biais spécifiques aux IA pour pouvoir, bien entendu, les repérer, mettre des systèmes d'alerte et arrêter les IA quand vous sentez qu'en fait, elles vont dans un mauvais chemin. Donc ça, c'est le rapport pour intégrer dans votre pratique une IA. Et puis après, il va falloir acculturer vos collaborateurs. Et là, c'est très important de comprendre qu'en fait, on va avoir à poser des questions au système. Mais savoir poser une question, c'est déjà presque avoir la solution. Et il va falloir apprendre à problématiser. Apprendre à problématiser, c'est quelque chose de spécifique parce qu'en fonction de la question que vous allez poser, eh bien, vous aurez des biais ou vous aurez des opportunités. Donc là, c'est intéressant d'être dans cette logique de compréhension de ce qu'est le doute technologique, c'est-à-dire savoir qu'on ne peut pas tout demander à une IA et qu'une IA, de toute façon, elle peut faire certaines choses et pas d'autres. Ensuite, il va falloir apprendre collectivement à tester, à expérimenter pour pouvoir faire changer son métier et monter en compétences de valeur ajoutée, d'augmentation avec les IA. Et puis, bien sûr, aller vers cette transformation des métiers qui est obligatoire quand on va, bien entendu, intégrer des IA. Donc, ce rapport à l'IA, il est essentiel. Ça nous permet d'être IA compatible, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que plus on va travailler avec les IA et plus les IA vont nous voler certaines compétences. Déjà, elles vont nous voler notre attention. Parce que dès que vous êtes en relation avec un réseau social ou votre téléphone ou autre, vous allez vite voir qu'en fait, tout va être fait pour capter votre attention, pour que vous y restiez le plus longtemps possible, afin ensuite de pouvoir capter vos données et vous envoyer certaines notifications. Donc l'attention, il faut bien comprendre que c'est essentiel pour votre raisonnement. Donc même si vous savez qu'elle sera captée par des IA dans le travail ou dans votre sphère professionnelle, il faudra quand même que vous appreniez à l'entretenir pour continuer à avoir la capacité de raisonner. C'est pareil pour votre mémoire. Bien entendu, tout le monde va donner le numéro de son époux dans un téléphone. Et pourtant, d'accord, c'est pas très grave. Vous allez donner la mémoire de votre savoir-faire métier. C'est pas très grave. Mais par contre, il faudra la travailler, votre mémoire. Parce que si vous ne la travaillez pas, demain, vous serez sans cesse sollicité et vous aurez un travail de réaction et non pas un travail de création. Donc, la mémoire, ça se travaille. De même que le temps. Le temps, c'est quelque chose qui est très important parce que le temps, c'est aussi votre liberté. La gestion de votre agenda, c'est la gestion de votre liberté. C'est la gestion des temps avec lesquels vous n'allez rien faire pour pas arriver à un burn-out, le temps avec lequel vous allez décider d'apprendre et le temps avec lequel vous allez décider de passer avec les autres pour faire de l'informel et avoir de la sérendipité. Donc,
Attention, parce que l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire demain? Elle va vous meubler votre agenda, elle va vous envoyer des notifications en vous disant il vous reste 20 minutes, voilà ce que vous pourriez faire. Et vous allez avoir envie de le faire, et c'est tout à fait normal. Pourtant, savoir gérer son agenda, c'est une compétence de centrage essentielle demain si vous voulez rester employable. Donc, on pourrait continuer comme ça parce que le rapport à soi, ces 5 compétences de centrage sont celles qui vont vous permettre de pouvoir affirmer une unicité et de pouvoir affirmer les compétences spécifiquement humaines, ce qui fera que vous allez contrebalancer le rapport à l'IA et les compétences pour être IA compatibles. Donc la recherche de ces équilibres, elle est essentielle pour les métiers de demain. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on arrive sur un vrai sujet. Le Covid-19 a mis en évidence la rapidité de la transformation numérique, mais a surtout mis en évidence l'application de l'IA dans les solutions qui ont été trouvées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA demain est une des solutions pour piloter la certitude. Mais ce ne sera pas la seule solution parce qu'il faut toujours rester maître de ses choix. Et c'est très important que autant vous allez monter en compétences pour être IA compatible, autant il faudra développer de nouvelles soft skills. Et je n'aime pas du tout le terme soft skills parce qu'on l'associe trop souvent à du n'importe quoi, de la créativité, de la communication, alors qu'en fait, c'est extrêmement important de caractériser ces soft skills que j'appelle les compétences de centrage, qui seront des compétences très claires. L'attention, la mémoire, la gestion du temps, l'identité et le stress, et qui vous permettront de garder le pouvoir sur le contenu et la façon de pratiquer un travail de qualité et donc de rester employable. Voilà, merci pour votre attention et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup Cécile pour cet exposé très très riche. J'aurais une première question, si tu permets Jean-Luc. J'allais commencer à poser des questions, mais bon, je te laisse Nada, vas-y. Alors, moi, ça sera par rapport à l'état des lieux justement et au positionnement des différents pays en termes d'intelligence artificielle et leur background face à cette crise. On n'a pas tous été égaux, les pays n'ont pas tous été égaux face à cette crise. Alors, quels sont selon vous, selon vos connaissances, les pays qui ont les mieux gérés ou alors, encore d'un autre côté, les pays les mieux équipés en intelligence artificielle? Alors, c'est une vraie question. Alors, il y a 2 réponses. Il y a la réponse de la maturité culturelle de l'adoption de l'IA dans chacune des zones géographiques. Et puis, il y a la réponse, comment les pays ont utilisé cette intelligence artificielle dans la solution Covid. Donc, on voit aujourd'hui 4 grandes tendances dans le monde. Ce que j'explique dans le livre qui est un tour du monde de l'IA, puisqu'on a fait plus d'une centaine d'interviews et le livre avec des QR codes vous renvoie sur des interviews dans le monde entier grâce à la chaîne YouTube. Donc, on voit qu'il y a 4 grandes zones. Vous avez la Chine. La Chine, c'est très simple. C'est une culture qui a mis l'IA dans son axe stratégique et qui a décidé, le gouvernement a décidé que l'IA serait en fait l'axe pour devenir en gros le leader mondial en 2030. Ils ont mis tous les moyens et surtout, ils ont une culture qui fait qu'en fait, ils ont toujours surveillé la population. Avant, c'était les dissidents qui allaient dans les camps de travail. Aujourd'hui, on est traqué par l'IA, mais ça a toujours été dans la culture. Donc, c'est la même chose. Ils ont mis tous les facteurs positifs pour que ça fonctionne. Ils ont des investissements, ils ont un écosystème de start-up extrêmement bien rodé, ils ont des grands groupes qui utilisent les data et qui sont quand même au service du gouvernement pour traiter les données. Et puis, ils ont les usagers qui sont obligés d'utiliser avec leur téléphone, déjà en payant, les systèmes. Donc, on voit bien qu'en fait, la Chine a une excellente maturité, d'accord, des solutions et de l'utilisation de l'IA. Ensuite, on a une deuxième zone qui est le reste de l'Asie. Je pense à Singapour, je pense à l'Indonésie, je pense à la Malaisie, où là, on est sur des solutions mitigées. On l'a bien vu avec l'échec du traçage à Singapour, où on utilise l'IA, mais en même temps, on essaye de garder quand même des droits pour les citoyens. La troisième zone, c'est bien sûr les États-Unis,
où là, l'IA est au service de l'innovation, de l'usage et au service de la sécurité. Et puis la quatrième zone, c'est l'axe Canada-Europe, où on essaye, donc dans cet axe, de développer une éthique liée à l'IA avec la volonté de préserver l'humain et de proposer une troisième voie entre la consommation, le traçage et donc, j'allais dire, oui, on contient les populations, hein, voilà, 1,4 milliard, il faut arriver à les contenir, quoi. Et la voie du milieu, qui est la voie de l'éthique, et donc avec ces contreparties négatives, hein, qui sont qu'en fait, à force de parler d'éthique, on a peut-être moins de possibilités d'utiliser des datas, et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de startups partent ensuite aux États-Unis ou en Chine. Bref. Donc, sur ce sujet, donc, on a ces 4 grands pôles. Ensuite, comment ces pôles ont utilisé l'IA? Ben, c'est très simple. La Chine a utilisé l'IA pour tracer, observer, régler et bien sûr quantifier. L'Asie, au sens large, a utilisé l'IA, et là, un très bel exemple avec la Corée, pour bien sûr aider à la décision. Les États-Unis ont utilisé l'IA pour cartographier, pour quelque part mettre à disposition des recherches, mais en tout cas, au niveau des citoyens, on n'a pas encore de solution unanimement trouvée. Et puis, on est plutôt là dans le droit du citoyen, hein, donc on est plutôt à la question des masques, à la question du traçage. Et en Europe, on a essayé de faire avec ce qu'on avait, c'est-à-dire essayer de créer avec un super écosystème des applications, mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Et puis, on a essayé de modéliser, et là, on s'est aperçu une chose, c'est que quand on modélise, on utilise toujours des modèles d'un virus passé pour modéliser le futur. On a utilisé le modèle de la grippe espagnole de 1918 avec ses différents cycles pour pouvoir l'appliquer au Covid. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, il y a d'autres modèles qui peuvent être intéressants parce que c'est toujours la même chose, en fait. Les modèles ne sont que des probabilités. Ce ne sont pas des modèles rationnels et on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. C'est pour ça qu'il y a des débats et c'est tout l'intérêt des controverses scientifiques aujourd'hui. On a des débats, on a vu le débat sur les scientifiques, les pour, les contre, mais aujourd'hui, eh bien, les modèles ne permettent pas de donner de vérité. Ils sont, d'accord, des basiques pour élaborer des scénarios et prendre des décisions. Voilà. On est dans l'ère de la tactique et on n'est pas dans l'ère aujourd'hui de la science en tant qu'on sait, puisque en fait, on sait qu'on ne sait pas. On l'a bien vu. Absolument. Nous avons une question très intéressante, justement, c'est en lien avec ce que tu viens de partager à l'instant, Cécile. Alors, c'est une question d'Olivier Jourdain. Alors, si Olivier Jourdain souhaite prendre la parole, il est le bienvenu. Parfait. Bonjour Olivier. Et Vous avez une bonjour. question, voilà, vous souhaitez donc échanger avec Cécile Dejoux avec une question extrêmement intéressante que vous pouvez poser. C'est à vous. Oui, je vous remercie pour ce propos très intéressant. Alors, je ne suis pas manager, moi je suis médecin, je travaille depuis longtemps sur les fake news et en particulier dans le domaine des épidémies, de la vaccination. Et j'ai entendu parler d'un certain nombre de techniques utilisées avec l'intelligence artificielle pour analyser justement l'origine, le fonctionnement, les modalités de diffusion de ces fausses nouvelles. Alors, entre autres, avec des mots que je ne maîtrise pas bien, mais ce que j'aimerais comprendre un petit peu mieux, par exemple, le swarming, par exemple, des techniques de ce genre-là, et éventuellement les possibilités finalement, de lutter contre ce type de fausses informations avec des techniques aussi soutenues par l'IA que je ne connais pas et que j'aimerais bien finalement, sur lesquelles j'aimerais bien avoir des informations. Voilà, alors je ne sais pas si c'est très médical, hein, alors je suis médecin, je ne suis pas dans manager, mais je pense que l'intelligence artificielle a des applications aussi dans mon domaine. Bien et sûr. j'aurais voulu savoir si vous aviez des précisions là-dessus. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, les grands risques de l'IA, si on les cartographie, c'est déjà tout ce qui est fake news et attaque et cybersécurité. C'est tout ce qui est écologie avec à la fois la possibilité de trouver des solutions au réchauffement climatique, mais en même temps
l'IA est très consommateur d'énergie. C'est tout ce qui est problème sur les métiers, avec la transformation des métiers. Et c'est lié ensuite, bien entendu, aux données, avec l'incursion des données dans la vie privée, en fait, c'est-à-dire le fait qu'on puisse très vite avoir des données très personnelles, etc. Donc, en ce qui concerne les fake news, je ne pourrais pas vous répondre d'un point de vue scientifique sur les méthodologies, puisque ça, ce n'est pas mon angle d'attaque. Par contre, ce que je sais, c'est que fake news comme cyberattaque, l'IA est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir créer des fausses données de façon extrêmement ressemblante à des vraies données. Et que la meilleure façon de lutter contre une IA, c'est de prendre d'autres IA. C'est exactement ce que font en fait les professionnels de la cybercriminalité, c'est qu'en fait, ou même quand on a des attaques de virus dans les ordinateurs, des IA peuvent attaquer des systèmes, mais les pare-feux qui travaillent sur des modèles déjà anciens, en fait, ne sont pas suffisants. La seule façon de protéger votre ordinateur, c'est d'utiliser des IA qui vont en fait entourer, protéger votre solution. Donc, c'est exactement pareil dans les fake news, c'est-à-dire elles peuvent faire le meilleur comme le pire. Et donc, il faut absolument monter en compétence là-dessus parce que, je ne sais pas dans le domaine médical, mais si on prend des exemples qui sont par exemple des avatars, aujourd'hui, on est capable de créer un robot qui va avoir des simulations de sentiments qui sont en relation avec les sentiments qu'il va observer de votre personnalité. Il va être capable de parler en même temps que vous et d'être sur le même registre en tant que PNL ou en tant qu'émotion, etc., etc. Donc, on est aujourd'hui sur cette empathie artificielle qui est un vrai danger et qui en même temps est une vraie opportunité. On maîtrise en fait autant la technologie pour le bon que pour le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir quelqu'un qui semble vous parler, on a l'impression que c'est Jean-Luc à la caméra, mais en fait, c'est peut-être pas Jean-Luc, c'est peut-être une IA qui va faire en sorte qu'elle aura appris de Jean-Luc et qu'elle va être en symbiose avec vos émotions et ce que vous attendez, qu'elle va décrypter, puisqu'aujourd'hui les IA décryptent les émotions, et donc créer un personnage qui va être tout à fait en adéquation à ce que vous avez comme perception donc, de l'individu qui vous répond. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est capable, en fait, des deux, mais on sera, je pense, tout le temps capable de trouver l'antidote. Et c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire travailler aussi bien sur quand on travaille sur un sujet en IA, il faut toujours travailler sur comment on peut l'arrêter et comment on peut justement trouver l'antidote à ce sujet. Ça, c'est une vraie responsabilité. En tout cas, il faut l'intégrer dans les chartes ou dans les nettes étiquettes des entreprises. L'effet miroir de l'IA. Tout à fait, merci beaucoup. J'espère qu'Olivier Jourdain, la réponse, je dirais, vous apporte des éclairages que vous souhaitiez. Oui, merci. Non, merci. C'est des éléments de réponse. Et si vous aviez éventuellement des références pour aller un petit peu plus loin sur les techniques un petit peu plus dans le détail, ça, je serais éventuellement preneur. Mais bon, si ça ne vous demande pas trop de travail, hein, c'est juste pour essayer de trouver un petit peu plus de ressources dans ce domaine-là. Très bien, je note. Et n'hésitez pas à vous approprier le dernier ouvrage que Cécile vient de paraître, où il y a aussi des informations un peu périphériques, mais qui portent sur des problématiques complètement d'actualité au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai une question, Cécile, puisqu'on est aussi sur des perspectives, hein, parce que, évidemment, l'épreuve que nous traversons tous à l'échelle mondiale bouleverse à la fois les organisations, à la fois les relations humaines, bien sûr, et tout ce qui concerne le management, puisque c'est un axe très fort sur lequel voilà, tu as beaucoup engagé des travaux de recherche à l'échelle internationale. Quelle serait l'étape d'après si on considère que l'intelligence artificielle devient quelque part un assistant, quelque part, hein, assiste, accompagne, mais finalement, à travers toutes les illustrations que tu as pu donner, qui sont présentes dans ton dernier ouvrage, quelle serait l'étape d'après qui permettrait sans doute d'adopter à la fois une certaine vigilance, hein, parce que évidemment il faut rester dans le contrôle, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a toujours une étape d'après qui se dessine de manière visible ou de manière un petit peu discrète.
Je crois que l'étape d'après au niveau individuel, c'est de ne pas, c'est déjà d'acculturer les collaborateurs, hein, quels qu'ils soient, à ce qu'est l'IA. Je veux dire, on ne peut pas transformer les métiers et bien utiliser l'IA si on ne sait pas ce que c'est, si on ne comprend pas. Donc, l'étape au niveau individuel, c'est d'acculturer les personnes et surtout de les former pour être IA compatibles et les former à d'autres compétences qui ne sont pas IA. Donc ça, je pense que c'est indispensable. Deuxièmement, c'est de réfléchir collectivement avec peut-être des syndicats professionnels, avec peut-être des associations telles que Manager Santé, à l'évolution globale des métiers avec l'IA sur les opportunités et les risques. Troisièmement, je pense qu'au niveau de chaque organisation, il faut commencer à réfléchir sur comment mettre en place une data gouvernance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on explique aux collaborateurs sur la façon dont l'IA est introduite dans la stratégie, comment en fait l'IA va impacter les métiers ou pas, comment l'IA va impacter les processus, les façons de faire, et surtout, eh bien, qui va la contrôler et comment on va pouvoir mettre en place des nouveaux systèmes de données. Et donc, cette data gouvernance, elle est très importante parce qu'en fait, sans data gouvernance, ça va être un nouveau territoire de pouvoir dans l'organisation. Et ça, c'est dangereux. Quatrièmement, il me semble important de mettre en place des chartes ou alors l'inverse du top-down qui est la charte, l'inverse, le bottom-up, ça serait de faire des net étiquettes IA, c'est-à-dire des IA étiquettes, c'est-à-dire les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques dans tel métier, dans tel business unit, en matière d'utilisation des IA. Et donc ça, c'est intéressant d'observer qu'en fait, il faut des règles informelles. Donc, très important. Et puis, enfin, je pense que c'est très, très important également de mettre en place un système de curation pour continuer à observer ce que vos concurrents font à l'international, pour ne pas décrocher. Parce qu'on est contingenté par son système culturel. Bien entendu, on est quand même contraint par les RGPD, on est contraint par le prisme européen, mais vos concurrents, ils sont dans le monde entier. Et donc, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit pour avoir des signaux et être au fait de ce qui se fait en Chine, ce qui se fait en Corée, ce qui se fait au Canada, ce qui se fait au Brésil, etc., pour sans cesse évoluer en même temps que son champ d'activité et son champ de concurrence. Donc voilà, c'est peut-être quelques pistes, mais je pense qu'il y a des actions au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau organisationnel, sans parler du politique, qui va devoir très vite se positionner sur la monnaie. Est-ce qu'on va laisser la Libra s'installer et qui va devoir se positionner sur, bien entendu, la mise en place ou pas d'une organisation intergouvernementale, comme on a eu pour le commerce, comme on l'a pour la santé. Est-ce qu'on va l'avoir pour l'IA ou pas? Donc ça, c'est un autre enjeu qui est un enjeu sociétal et un enjeu politique. Alors, tu n'es pas sans... Oui, vas-y Nada, je te laisse. Non, je t'en prie, vas-y. Oui, la santé est un bien précieux, et l'actualité nous en apporte la démonstration, puisque la transformation de nos organisations pour assurer un service de santé, je dirais, de très grande qualité, on a pris conscience que nous avions atteint un certain nombre de limites qui peuvent être, je dirais, contournées, qui peuvent être compensées par l'arrivée justement de ces nouvelles technologies. Alors, puisque la santé est un bien précieux, Cécile, jusqu'où pourrions-nous aller, du coup, pour préserver, je dirais, l'intégrité de l'humain à l'échelle mondiale, hein, puisque on ne peut pas avancer, on ne peut pas accompagner, je dirais, les changements si la santé, qui est un bien précieux, ne fait pas l'objet, je dirais, des plus grandes vigilances. La santé, c'est un bien précieux, mais c'est aussi un marché. Et quand on regarde votre question au regard de ces deux prismes, on voit bien qu'on a des tactiques et des stratégies différentes. Est-ce que la recherche doit commencer dans le public pour être ensuite financée par le privé? Est-ce qu'elle doit commencer dans le privé pour ensuite aller dans le public? Il y a des questions essentielles à se poser maintenant. Et ça, c'est, je pense, une grande chance de pouvoir se poser ces questions pour penser le système de santé de demain
Et ce système de santé, il doit être transparent, il doit être moderne et en même temps, il doit se fonder sur ceux qui font, c'est-à-dire sur les médecins, sur les chercheurs, sur les soignants. Et je crois qu'il n'y a plus aucun système aujourd'hui qui ne pourra être pérennisé s'il ne donne pas la voix à ceux qui font, que ce soit la santé ou un autre système. On est dans des logiques aujourd'hui dans le pilotage de l'incertitude où ceux qui font doivent être entendus et doivent participer à la décision. Et non pas être, comme on l'est aujourd'hui dans le système de santé, avec le système qui fait et le système qui décide. Voilà. Et donc là, ça ne peut plus être bicéphale. Ça doit être absolument intégré et systémique. Autrement, on arrive aux dérives qu'on a pu connaître. Donc ça, à mon avis, c'est ce que nous apprend la crise. Elle nous apprend également qu'on a eu plein de chaînes de la valeur qui étaient tellement parcellisées qu'on ne savait plus qui faisait quoi. Voilà. Et au-delà de la mondialisation, voilà, même dans son propre pays. On a vu qu'en fait, il y avait trop de processus inutiles et que chaque fois on rajoutait, mais on n'élaguait jamais les processus. Et ça, c'est tout l'intérêt de l'IA, c'est qu'elle va faire sauter plein de processus. Mais de même, elle va aussi être un risque pour les professions qui contrôlent et qui font marcher les processus, ça c'est sûr. Donc voilà, donc en fait, ça, c'est sûr qu'il y a eu trop de processus et c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne tient plus parce que dans de nombreuses organisations, que ce soit la santé ou ailleurs, il y a plus de gens qui contrôlent que de gens qui créent de la valeur ajoutée. Il y a quand même un problème de fond. Bon, voilà. Et en même temps, ceux qui décident, ce sont ceux qui n'ont jamais fait. Donc, il y a quand même aussi un deuxième problème de fond. Donc là, on voit bien qu'en fait, un écosystème, pour qu'il fonctionne, il doit avoir 4 caractéristiques. La première, c'est qu'en fait, la performance économique, aujourd'hui, ne peut plus être le seul critère. Il faut intégrer une performance écologique. Il y a tous les enjeux sur l'anthropocène, etc., mais c'est des vraies questions fondamentales. La nature, en fait, nous a rappelé à l'ordre. Bon, donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'on ne peut plus penser simplement des chaînes de valeur qui sont distribuées. Il faut les penser intégrées avec donc des écosystèmes et les acteurs qui font. Le troisième, c'est qu'il faut absolument que les processus ne soient plus les moteurs des décisions, mais qu'ils soient au service des décisions. Alors ça, on l'a un peu oublié dans pas mal de secteurs d'activité. Et quatrièmement, il faut qu'en fait, la transformation de métier, elle soit faite par, bien entendu, ceux qui font le métier en les montant en compétences sur ces nouvelles compétences, etc. Donc ça, ce sont les 4 critères pour qu'aujourd'hui, les systèmes puissent se pérenniser. Et on s'aperçoit qu'en fait, le système de la santé, sur le premier critère, l'écologie, il est plus ou moins présent. Le deuxième, il ne l'est pas du tout. Et puis les deux autres, il est quand même vaguement. Donc on s'aperçoit qu'en fait, il y a vraiment à repenser cet écosystème de la santé. Et je l'espère avec les mesures qui sont en tout cas annoncées, les investissements qui y sont consacrés, que demain, la santé retrouvera la qualité d'il y a 25 ans. Je suis désolée, il y a 25 ans, les systèmes de santé en France étaient parmi les meilleurs du monde. Donc, il faut qu'on retrouve en fait un peu d'humilité et qu'on redonne à ceux qui font le pouvoir, en tout cas, de s'exprimer et de continuer à prendre part aux décisions. Et dans le prolongement, Cécile, de votre dernier critère, justement, je relais la question d'Émilie et je la compléterai également pour l'élargir. Que pensez-vous du niveau d'acculturation? Parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il faut une vraie culture IA. Donc, acculturation des organisations à l'IA en France. Avez-vous des pistes pour renforcer cette culture dans les organisations, surtout lorsque les collaborateurs sont loin des métiers en lien avec le numérique et peut-être même au-delà des collaborateurs, les étudiants, que ce soit à l'université ou dans les écoles de commerce, vous êtes à cheval entre les deux. Donc, comment les accompagner avant d'arriver sur le marché du travail et comment booster les collaborateurs? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les programmes de formation, personne ne forme à l'IA. Ça, c'est clair. Donc, les organisations ne sont absolument pas conscientes de cette nécessité et j'espère que la crise, et en tout cas, qu'il y aura une prise de conscience là-dessus. L'IA, c'est important d'y former tout le monde parce qu'en fait, c'est une compétence transversale. Alors, bien entendu, on peut avoir les métiers liés à l'IA, mais ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça, je parle de la façon dont l'IA donc,
fonctionne et transforme les décisions. Donc, qu'est-ce qu'une probabilité par rapport à une décision rationnelle? Tout simplement, commençons par la base. Ensuite, comment? Alors là, vous me mettez une perche magnifique. On a fait un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous et du manager au leader où il y a eu plus de 50 000 auditeurs cette année. Et ce MOOC va rouvrir en septembre. Donc, j'invite, moi, tous les étudiants, toutes les mères de famille, tous les professionnels de santé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de pharmaciens, on a beaucoup de personnes mais dans le domaine médical, à regarder ce MOOC parce que ce MOOC vous donne les bases, mais dans l'univers métier. Et il vous explique, bien entendu, les enjeux et il vous explique comment c'est développé dans d'autres métiers, comme par exemple, il y a une étude de cas sur les métiers d'experts comptables, il y a une étude de cas sur le métier de Malakoff Médéric, qui est une assurance, donc une mutuelle, qui explique comment ils ont transformé un certain métier avec l'IA. Il y a le métier donc chez EDF, comment EDF a mis en place l'IA au service des métiers. Donc, il y a plein d'études de cas qui peuvent vous donner des idées. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment gratuit. C'est à disposition de tous. Ensuite, vous avez la chaîne YouTube, donc avec les jeudis de Cécile ou Cécile Dejoux dans la chaîne YouTube, où vous avez plus de 300 interviews du monde entier. Et puis, vous avez cet ouvrage qui se veut vulgarisant, mais qui se veut en même temps donner la parole à 50 professionnels du monde entier et qui se veut en même temps très pédagogique avec des workshops, avec des schémas et avec un style vulgarisateur, mais en même temps des recherches scientifiques à l'appui, des bibliographies, etc. Donc là, vous avez une chaîne YouTube, vous avez un site internet avec une newsletter où on relate, vous avez un MOOC et vous avez un ouvrage qui vous donne des basiques. Et demain, on fera certainement, on vous proposera des jeux pour gamifier et pour faire des workshops. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a plein d'outils. Bien sûr, il y a des outils spécifiques. Je pense au monsieur tout à l'heure avec le MOOC sur le Deep Learning du CNAM, des MOOC sur Coursera, le plus grand MOOC de Engie, qui est le premier à avoir fait un MOOC et qui a des centaines de milliers de personnes au MIT aux États-Unis. Donc, il y a plein de MOOC sur les techniques d'IA. Après, vous avez des MOOC de vulgarisation sur qu'est-ce que fait l'IA. Donc, il y en a 2 qui tournent en ce moment. Et puis, le MOOC qui est lié au métier et au travail, qui s'appelle l'IA pour tous. Voilà. Wow. C'est un excellent éventail, en tous les cas, sur, je dirais, tout ce qui est mis à la disposition à la fois des personnes qui ne sont pas initiées à l'intelligence artificielle, mais également à celles et ceux qui ont vraiment une utilisation courante. Mais ce qui est très, très enrichissant, c'est de proposer, je dirais, toute cette diversité d'approches avec des outils pédagogiques extrêmement disruptifs et extrêmement, je dirais, porteurs d'avenir pour toutes les générations. Alors, Cécile, bravo en tous les cas pour nous apporter cette lecture extrêmement riche, très internationale. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes apprécient de vous suivre et surtout de visionner. Je tiens à saluer la qualité de votre chaîne YouTube parce qu'il y a énormément de retours d'expérience internationale justement sur la portée de l'intelligence artificielle, sans oublier évidemment les différents ouvrages, les nombreuses conférences auxquelles tu te prêtes dans tous les secteurs d'activité, secteur industriel, le monde de l'entreprise, le monde de la santé et puis tous les autres univers. Donc, c'est vraiment un domaine extrêmement passionnant et puis c'est très, très, très agréable de pouvoir t'entendre avec la passion de transmettre à la fois les informations et cette richesse de partage qui, en tout cas, qui s'adapte au plus grand nombre et notamment les MOOC IA pour tous. Là, c'est un des, un des participants qui tient à saluer la grande qualité justement de ces supports qui demandent un travail assez conséquent. Mais en tout cas, merci infiniment Cécile, pour cette présentation toujours, je dirais, parfaite, brillante, complète et exhaustive, qui donne envie, en tous les cas, à tous de pouvoir prolonger la réflexion et surtout, je dirais, réduire un peu cette distance qu'il peut avoir entre, je dirais, l'approche des nouvelles technologies et puis finalement cette accessibilité que tu nous apportes avec, je dirais, une clarté toujours déconcertante et passionnante. Donc, un grand merci, voilà, Cécile, pour la qualité de ton intervention. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion peut-être adressé à l'ensemble des participants qui se sont régalés ce soir, une fois de plus, voilà, pour conclure. Merci. Et qui sont très motivés pour suivre le MOOC en septembre. On a des retours en direct. Oui.
Merci à tous les deux pour votre invitation. Merci à tous les participants. Moi, j'aimerais vraiment vous souhaiter une bonne santé et puis surtout vous dire de vous reposer parce que tout ceci est toujours passionnant. Mais le repos fait partie, en tout cas, d'une des magnifiques, peut-être, spécificités humaines. Il faut savoir se reposer, prendre du temps pour soi. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, de profiter de votre été et à tous les soignants qui ont été exceptionnels pendant cette crise, à qui, bien entendu, on remercie de tout cœur tout ce qu'ils ont fait. Vraiment, vous méritez de prendre du temps pour vous. En tout cas, merci Manager Santé, merci le SCP, merci à tous les participants et à Jean-Luc et Nada. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Un grand merci, Cécile, de votre présence et de ce partage et de cette grande générosité. C'est vrai qu'on sent à quel point vous êtes passionnée et passionnante. Donc, moi, c'est bon, c'est noté sur mon agenda. Je sais ce que je vais faire en septembre. Merci à tous les participants. Passez une très bonne soirée. Portez-vous bien et rendez-vous bientôt sur les replays YouTube Manager Santé et en direct mardi prochain. À bientôt. À bientôt. Au revoir.